Et je me souviens, quand j'étais au lycée, moi, j'avais tapé tous les cours de mes profs, je les ai publiés en ligne. Ah ouais? Et je trouvais ça génial comme truc. Et j'avais une émeute de mes profs qui l'avaient appris. Et une émeute. Et je comprenais pas. Et je m'étais un peu engueulé avec mon prof de philo de prépa en lui disant, mais je comprends pas, c'est quoi votre problème? Moi, je tape votre cours, il est super bien tapé, on le tape à 3 en plus, on le met en ligne, on trouve ça trop bien. Propriété intellectuelle. Et non, il me dit oui, mais imagine qu'un autre prof voit une erreur auquel j'ai pas pensé. Ah, bon. Bah, tu dis, mais c'est quand même mieux, non? Mm. Je vois pas en quoi c'est un moins, c'est un plus. Ouais, bah c'est de C'était l'ego après. impossible. Et ça, c'est 20 ans d'école française, quoi. Ouais. C'est 20 ans de tu vas au tableau et tu connais pas la réponse, c'est la honte. Ouais, grave. C'est 20 ans d'humiliation de tous ces profs en France qui étaient. C'est quoi un prof en France? C'est un bon élève qui a une vie de merde. C'est ça un prof en France. On sélectionne les gens par le CAPES et la GREG, qui sont des épreuves d'académisme incroyables. On les sous-paye, on les maltraite, et on voudrait qu'après, ils viennent pas se venger sur nos enfants. Mais bien sûr qu'ils vont se venger sur nos enfants après. Genre, les mecs, ils ont été premiers de la classe toute leur vie. Moi, tous mes potes qui sont devenus profs agrégés, ensuite ils sont envoyés en banlieue. Je vais pas citer son nom, elle va se reconnaître. une amie normalienne, agrégée de philo, premier poste Seine-Saint-Denis. Elle vient me voir, elle me dit, Oussama, rends-toi compte, ils ne connaissent pas Kierkegaard. Je peux qui c'est. Et t'as envie de te dire, mais mef, déjà, tu devrais pas. C'est un philosophe danois dépressif. Ok. Déjà, toi, tu devrais pas lire Kierkegaard. Déjà que tu sombres facilement, tu devrais t'éviter ce genre de lecture. Et en fait, c'est terrible parce que moi, si j'étais prof de lycée en banlieue, je ferais de la philosophie de Sengoku. Il y a tellement à dire Grave. en philo sur Sengoku. C'est un prochain épisode de Lucky Day Pop, ça d'ailleurs. Ouais. Sengoku, c'est un bon sujet de philo. Tu peux faire de la philo sur la musique, tu peux faire de la philo sur le rap. Il y a énormément de rappeurs qui abordent des concepts de philo sans s'en rendre compte. Nekfeu, c'est un spinoziste qui s'ignore. Tiens, Spinoza et Nekfeu. Il y a un truc à faire. C'est un truc à faire. Ouais. Et en fait, ils ont le niveau. Je veux dire, ils ont le niveau pour faire ce genre de truc, mais ils n'ont pas l'empathie. Et ils n'ont pas l'empathie parce qu'on leur a dit que le jeu pour devenir prof, la sélection, c'était l'agrègue et d'être les meilleurs des meilleurs. Mais en quoi être le meilleur du meilleur académiquement, ça prépare pour être face. C'est comme si tu disais, pour faire mon métier, il faut être le meilleur entrepreneur de tous les temps. Si j'étais Bill Gates et milliardaire, tu crois que je m'emmerderais avec des connards toute la journée qui font leur boîte, mais jamais de la vie. La raison pour laquelle je suis tellement bon à faire The Family, c'est parce que je suis pas dans la cour de Bill Gates et Zuckerberg. Comme je n'ai pas le droit de jouer à ce jeu-là, j'ai pas réussi. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Je suis pas discipliné, j'ai pas l'énergie qu'il faut, j'ai pas la chance qu'il faut, etc. Bon, très bien, je joue à un autre jeu. Mais j'ai envie d'exceller à ce jeu. Et donc, évidemment, j'ai pas d'autre choix qui mettent mon cœur, etc. Et résultat, j'ai un vrai alignement d'intérêt. Moi, ma réussite passe par la réussite des entrepreneurs de The Family. Donc, quand je suis en face d'un mec, toute mon énergie, elle est concentrée sur vas-y, viens, on le fait. Franchement, je serais l'homme le plus riche du monde. Putain, des fois, je me sens seul, là, The Family. Des fois, je t'explique 10 fois un truc à un mec, il comprend pas. Je dis oui, vas-y, fais-la ta boîte. Je te regarde. Justement, parlons un peu de la santé mentale des entrepreneurs, parce que 90% des startups ferment, on va dire, elles ferment, etc. Et beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, quand on est à fond, on n'a plus aucune hygiène de vie du tout. C'est en train de changer, là, à mon sens, depuis quelques années, avec justement l'awareness autour de la santé mentale des entrepreneurs. Il faut qu'ils mangent, il faut faire attention au sport. Et les investisseurs aussi demandent un peu quelle est sa santé mentale au mec chez qui il va investir. Toi, est-ce que tu as vu un shift, et est-ce que quand des gens viennent à The Family, est-ce que tu sens que les gens, ils sont... Tu sais, tu dis, ah putain, lui, il va nous claquer dans les doigts, il est pas... Écoute, alors, moi, j'appartiens à la génération de merde là-dessus, parce que moi, quand j'étais entrepreneur et plus jeune, j'ai pris mes premières vacances de ma vie, moi, avec mon ex-femme en 2013.
Et donc je crois que vous la connaissez, Lavinia, non? Ouais. Attends, c'était les premières vacances de ta vie en 2013? Ouais. Je me rappelle avoir vu un questionnaire sur ça. Ouais. Quand est-ce que Oussama a pris des vacances pour la première fois de sa vie, machin? En fait, c'était genre, il fallait qu'on réponde à une date et tout. Et en fait, ça voulait pas dire que j'avais pas été à des endroits sympas faire la fête, mais j'avais jamais déconnecté. C'est-à-dire que même quand je partais en famille, même quand je partais machin, il fallait toujours que je réponde, il fallait toujours que je travaille et tout. Et j'avais un plaisir très narcissique à faire partie de cette caste de gens. Ouais. Les gens qui travaillent, tu vois. On lâche rien. On lâche rien et tout. Et Lavinia, en fait, elle m'a éclaté. Donc, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Alors, la première année, elle n'a pas trop compris parce qu'elle était vachement dans cette awareness, machin, méditation, truc. Alors déjà, elle me voyait vivre, elle me disait, il est chelou, lui. Et première année, on part en vacances, alors je prends mon ordi, mon truc, machin, et elle me dit, bon, très bien, tu prends tout ça, mais on est en vacances et tout. Je dis, oui, on est en vacances. Et donc, les vacances, je me levais, je travaillais 8 heures, et puis à 17 heures, je disais, bon, on va faire quoi? La différence vacances, c'est qu'au lieu de sortir le soir à Paris, on sortait le soir ailleurs. Mais la journée ne changeait pas. Et elle m'a dit, non, t'as pas compris le concept de vacances. Et donc l'année d'après, en 2013, elle m'a dit, ok, on va jouer à un jeu. Je suis désolé de t'imposer ça, mais on va partir 2 semaines. Pas d'ordi, pas de téléphone. 2 semaines? 2 semaines. Entières? Entières. J'étais, ok, non, on va divorcer. on va divorcer, quoi. Et en fait, bon, comme j'étais quand même très amoureux, après énormément de résistance et tout, je l'ai fait. Alors, première semaine, elle a passé la pire semaine de sa vie. Ah ouais? Ouais. J'avais vraiment un héroïnomane qui sort et qui est en cure de désentente. Ouais, ok. Et je lui ai dit des horreurs, pas possible. C'est vraiment... Je ne sais pas comment elle a fait pour pas me quitter cette semaine-là. Je lui hurlais dessus. Et puis, la deuxième semaine, j'ai commencé à enjoy et tout, mais c'était pas terrible, quoi. Ouais. Et le dernier jour de vacances, je me souviens, on était en Espagne. Et on était au bord de la mer et tout, et scène de film, on avait été manger, on avait fait une balade. Devant l'océan et tout. Et à ce moment-là, j'ai ressenti véritablement inner peace. Ok. Vraiment, mais à la fin. Ouais, le dernier jour. Toi. Et je lui dis, écoute, on va rester une semaine de plus. Parce que franchement, là, on n'a pas profité. Et on a passé une semaine de plus. Extraordinaire. Et j'avais juste fait un truc de safety, j'avais dit, à mon assistante de l'époque, j'avais dit, écoute, voilà le numéro fixe, s'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles, sinon tu m'oublies, quoi. Et elle n'a pas appelé une seule fois de la semaine. Et parce que de toute façon, il ne fait rien, on est en août. Qu'est-ce qui se passe de toute façon? Et je suis sorti de cela complètement transformé. À partir de ce moment-là, j'ai compris, en fait, que cet équilibre kiff profond et travail profond, c'était ma façon de faire. C'est-à-dire que si je pars en vacances, je pars en vacances. Si je travaille, très bonnes vacances. Et que ça m'a donné une énergie, un calme, un bien-être que je n'avais pas avant. Et j'ai vraiment gagné en qualité de vie en faisant The Family par rapport à ma vie d'avant. Et je me rends compte en fait que 80% de mes problèmes d'avant étaient simplement faits au fait que je ne prenais pas de recul, que je ne respirais pas, etc. Et alors, ce qui m'a trop énervé, c'est que quand j'ai commencé à en parler avec des mecs assez connus et tout, qui ont des discours de faut travailler et tout, en fait, tu découvres que tous les petits coquins, là, ils partent en vacances. Bah oui, bien sûr. En secret, bien sûr. Ils en parlent. Et à un moment, je me suis dit, je ne donnerai pas son nom, mais il est assez connu en France, mais il m'a tellement fait rire. Et il m'a dit, non, mais tu sais, moi, parce que lui, il est vraiment dans la culture du work alcoolique et tout, il dit, non, mais ça, c'est pour les équipes. Moi je pourrais jamais te dire comme ça. Et il me dit, et un jour il m'appelle, il me fait, ouais, tu fais quoi aujourd'hui? Je dis, je sais pas, j'ai des rendez-vous, il faut annule ta journée, il fait beau, on va au golf. Je dis, mais je sais pas jouer au golf. Il fait, on s'en fout, tu sais tout. Et on est dans la voiture comme ça, et il appelle et il dit, oui, allô, j'ai une urgence, je dois aller pour un closing à l'autre bout de la France. Je serai pas là de la journée, pas très joignable, c'est la merde, au revoir. Et on était au golf jouer tout à et je me suis dit, putain, c'est quand même chaud comme question. Chaud. Et bon, les gens font les compromis qu'ils veulent. Mais effectivement, c'est pas possible d'opérer
de façon intense. Et ce qui est fou, c'est que dans le sport de haut niveau, ils le savent. La Ah, récupération dans le sport de haut niveau fait partie de l'entraînement, en fait. Et on n'a pas eu cette éducation en tant qu'entrepreneur. Tu sais, hier justement, on en parlait, on se disait qu'un entrepreneur, c'est comme un sportif. On entraîne différents muscles, mais on est comme des sportifs. Et effectivement, l'importance du repos sur ta réflexion, Bien sûr. Tu vas beaucoup plus loin, tu es beaucoup plus profond, tu réfléchis mieux, c'est plus aéré. Grâce à Lavinia, j'ai appris plein de choses. Ouais. Salut Lavinia, fais un coucou. Lavinia, elle t'a dit, hey, si tu te calmes pas là, je te quitte. Et donc j'ai gagné plein de choses grâce à ça. Et donc effectivement, on a essayé je suis pas sûr qu'on est les meilleurs, mais on essaie de faire attention. On essaie de faire attention. Moi, ça m'arrive très souvent d'interdire à des entrepreneurs de travailler, de les forcer à prendre 3 jours. Puis j'ai trouvé des petites techniques pas cons. Si tu connais un peu leurs copines, leurs machins, leur entourage, c'est d'organiser des petits trucs comme ça les pièges et tout. Et après, il y a forcément des moments, même moi, et ça m'arrive encore, où tu passes 15 jours, 3 semaines à travailler 4 heures. Ah mais non, c'est clair, c'est sûr. Mais le sujet, c'est pas ça. C'est sur l'année. Exactement. Le sujet, c'est sur l'année. C'est est-ce que derrière, tu as la récup qui va bien, quoi. Et la récupération qui va bien, elle est hyper importante, quoi. Vous avez en interne à The Family une personne qui peut être là un peu en mode dev perso? Non, on fait pas ça. C'est tellement intime comme sujet. Il faut trouver... Tu vois, par exemple, il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle David Laroche. Ah oui, mais David, on connaît. Non, on le connaît pas, non. David Laroche. Non, c'est pas David Laroche qu'on connaît. Ah, c'est pas David Laroche qui est à The Family avec Greg? Non. Non. Ah. Non, c'est pas le banquier, c'est David Laroche, le coach. Ok. Mais c'est vrai c'est Larocque, toi. Donc, oui, Larocque. Jamais de la vie, je le recommanderais à un entrepreneur. Je pense que il ne marche que avec un certain type d'entrepreneur. Ah oui, donc, c'est aspirationnel. Si je savais que quelqu'un avait un véritable manque de confiance en lui et tout, tu vois, ça m'est arrivé d'envoyer des entrepreneurs dans ce profil à lui. Par contre, je sais que si c'est des gens qui sont hyper scientifiques dans les tests et tout, je vais les envoyer à Lavinia. Je sais que si ils ont tel truc, machin, je vais l'envoyer à machin. Donc c'est plutôt un réseau de gens qui essayent d'être les bonnes personnes au bon moment pour le truc. Parce que c'est hyper intime. Et puis, les gens, ils ont des façons de fonctionner. Il y a des gens, ils ne veulent pas entendre parler de ce sujet. Ça ne sert à rien d'aller leur casser les pieds. Il faut attendre qu'ils se prennent le mur. Et quand ils se prennent le mur, tu les aides. Mais il y a des fois, tu peux y aller, tu peux les choper avant qu'ils se prennent le mur. Toi. Ouais, je sais pas. J'ai vu, moi, mes frères et sœurs, avec leurs enfants, éviter de prendre le mur. Et puis, bon, les enfants, ils accélèrent dans le mur. Je pense que ça demande beaucoup de courage, mais que c'est la meilleure façon d'éduquer les gens, qui est d'accepter qu'il y a des erreurs qui sont inévitables. Et il y a des conneries qui sont hyper importantes à faire. Et alors, évidemment, il faut éviter les conneries qui te sortent du jeu. Donc, pour ça qu'il ne faut jamais jouer à la roulette russe. Parce que c'est un jeu qui peut te sortir du jeu. Mais tant que le risque qui est pris, même s'il est très très grave et ne te sort pas du jeu, c'est des bons risques. J'ai une question. Qu'est-ce qui t'excite en ce moment? Genre, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Je pense que le Covid, ça a surtout confirmé pour beaucoup de choses qu'on savait déjà. Pendant le Covid, vous avez fait des super vidéos. Ça a accéléré des choses. Mais qu'est-ce qui t'excite en ce moment? Dans quel domaine tu regardes? Qu'est-ce qui te... Oui, alors, moi, j'ai jamais fonctionné par domaine, j'ai toujours fonctionné par gens, et je m'excite facilement sur tout le monde. Donc, moi, The Family, les sujets que j'aborde dans l'année sont des sujets parce qu'un entrepreneur vient et que je m'excite sur lui, et lui, il a un sujet, donc je m'excite sur le sujet. Et je suis hyper bonne poire. Moi, j'entraîne le fait d'être bonne poire. Le risque dans mon métier, c'est de devenir cynique. Comme 90% des trucs, c'est comme quand tu es cancérologue. Comme tout le monde meurt, il y a un nouveau mec qui vient, tu te dis, bon, tu vas mourir. Cancérologue, il faut être hyper optimiste. Faut chaque mec qui rentre, tu te dis, toi, tu vas pas mourir. Puis merde, il meurt. Bon, toi, tu vas pas mourir. Mais c'est terrible. Hein, Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est des gens qui, des fois, c'est des métiers où les gens, des fois, se renferment sur eux et
deviennent très forts, c'est pour se protéger. Et en fait, moi, j'essaie de faire l'inverse. J'essaie de regarder tous les entrepreneurs en disant, toi, tu vas devenir Google. Et puis, il n'y en a pas un seul qui devient Google. mais le prochain, j'y crois encore plus, quoi. Parce que je me dis, à force, il y en a bien qui va y arriver. Mais pour garder ce truc... Alors, notamment, depuis que je fais The Family, moi, je me suis fixé comme mentalité. Alors, ça c'est un vrai truc de préparation mentale. C'est d'enjoy 100% des films et 100% de la musique que j'écoute. Ok. Donc je me dis, je vais regarder un film, aussi pourri soit-il, aussi nul soit-il, il faut que je trouve une bonne raison d'avoir aimé ce film, il faut que j'arrive à me convaincre que ça... Ça doit être dur, ça. C'est très dur. Des fois, quand t'as un film pourri, comment tu fais? Mais justement, en fait, t'as toujours un truc à apprendre, ça, t'as toujours un truc à voir. Et des fois, je regarde une deuxième fois le film pourri pour trouver qu'est-ce qui t'a intéressé. Non, mais j'ai pas réussi à trouver la première fois. Et tu finis, et en fait, c'est fou. C'est là où tu te rends compte que tout est une question d'usage et d'habitude. Par exemple, la première fois que j'ai vu Transformers, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Le premier Transformers? Ouais. J'ai kiffé. Ah ouais, c'est vrai. Le tout premier, j'ai kiffé le tout premier. Ouais. Et après, je l'ai revu et j'ai kiffé, quoi. Et parce que moi, j'ai jamais eu le truc des voitures. J'ai jamais joué avec les voitures, j'ai pas mon permis, j'ai jamais aimé les voitures. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était un truc de voiture, de machin. Et développer cette empathie, c'est hyper important si tu veux être ouvert à l'insignifiant. Parce qu'une start-up, Google ou une start-up qui marche pas, au début, elles ont la même gueule. Clairement. Le premier jour, ils ont tous la même gueule. Et donc, il faut être profondément ouvert à l'inconnu, quoi. Ce que tu appelles la patte The Family, c'est 20% de nos boîtes. Et ces 20% de boîtes, elles ont toutes la même caractéristique, c'est qu'elles ont besoin de marquer les esprits, d'être vraiment dans la tête des gens. Elles ont besoin de faire du bruit. Et quand il s'agit de faire du bruit, une cause, un ennemi, etc., on a le playbook. Alors, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Obama. Et si tu regardes notre façon de communiquer, etc., c'est exactement la campagne Obama 2008. Et la campagne Obama 2008, elle a été inspirée par un mec qui s'appelle Saul Alinsky, qui a écrit un livre qui s'appelle Rules for Radicals. Et toute la campagne, toutes les stratégies marketing de The Family sont dans ce livre. Il fait 80 pages, t'as tout dedans. Mais vraiment chapitre par chapitre. Et c'est une méthode qui avait été inventée par un mec, un blanc, dans les années 70 pour que les Noirs de Chicago se révoltent. Et il en avait marre qu'en fait les Blacks se prennent pas en main. À Chicago, et il avait créé cette méthode en disant il faut assumer que vous êtes black, il faut assumer que l'ennemi c'est le blanc, et on va y aller. C'était juste après l'assassinat de Luther King qui l'avait traumatisé. Et donc ce livre est devenu le livre de chevet d'Obama quand il était truc, et puis il en a fait la campagne. Et nous, c'était le livre de chevet de Nicolas Collin, et c'est devenu mon livre préféré, et c'est machin. Mais ce qui est génial à The Family, c'est qu'en fait on est des gens du contexte et du labyrinthe. C'est-à-dire qu'on ne montre que ce qu'on a besoin de montrer. Moi, si j'ai une boîte qui marche bien, qui fait du pognon, du B2B, pharma, dont tu n'as jamais entendu parler, je ne vais même pas en parler dans une vidéo. Ils n'en ont pas besoin. Et en fait, c'est la stratégie de l'iceberg. C'est que je te montre ce que j'ai envie de te montrer. Je te fais croire la caricature que je suis, j'en joue en fait dans cette caricature parce que je sais que stratégiquement, cette caricature, c'est ce qui va attirer tous les ennemis à un endroit. Et j'ai besoin qu'ils soient là. Diversion. Tu vois. Et après, si tu es à un endroit où il n'y a pas besoin, tu restes là, tu bosses tranquille. Et là, on va faire un autre type de communication. Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, on a autant de canaux de communication et de styles de communication qu'on a besoin de cibles sur l'échiquier pour que nos boîtes gagnent. Parce que nous, notre but, c'est pas la com, c'est pas le buzz, c'est pas tout ça. Nous, notre but, c'est de gagner. Si pour gagner, il faut un buzz, fais un buzz. Le nombre de boîtes qui viennent et disent « Ouais, je veux la même stratégie de com que Olivier. » Pourquoi ? T'as pas besoin. C'est aucun intérêt de faire ça n'a aucun intérêt. Toi, ouais, j'ai besoin d'un logo de ça. Mais t'as pas besoin de logo. Va sur 99 Design, achète un truc au hasard, arrête de m'emmerder, quoi. Et puis Olivier, il a sa façon de faire. Et souvent, des fois, il y a des entrepreneurs, ils comprennent pas. Ils disent « Bah oui, mais pourquoi pour lui, vous faites ça et pas pour moi ?» Parce que t'en as pas besoin, arrête de m'emmerder. Et toi, t'as besoin d'autre chose, donc on va faire autre chose, en fait. Et c'est pour ça qu'on a des newsletters secrètes. C'est pour ça que, par exemple, Nicolas Collin, il écrit une newsletter, European Straight, qui est envoyée à 9000 personnes toutes les semaines. C'est le Who is Who de la France. Et quand tu lis cette newsletter, elle est écrite dans un style très différent de la façon dont Mathias va écrire, qui écrit. Et alors,
pour résumer toutes ces stratégies, parce qu'en interne, c'est même compliqué pour les employés d'expliquer, parce que les gens veulent toujours simplifier dans un framework. Alors, j'ai trouvé le framework, j'aurais dit, on est les Avengers. The Family, quand on se réunit tous ensemble, on est les Avengers. Ouais. Alors que quand on est séparés, on est des super-héros. Iron Man, Thor, Spider-Man, etc., ils ont leur propre communication. Ouais. Ils ont leur propre style. Ouais. Et chacun des super-héros correspond à un type de boîte qu'on veut aider. Des B2B Enterprise, ton héros, c'est Philippe Suchet chez nous. Donc vous n'avez jamais entendu parler. C'est un mec, il a fait Harvard, MBA... quand il parle d'un truc, tout le monde écoute. Et lui, en fait, il fait partie des Avengers. Mais c'est juste qu'en tant qu'Avenger, il est l'équivalent de, je sais pas, Captain America qui est un peu chiantissime. Doctor Strange. À côté de ça, tu as Iron Man. Alors, Iron Man, bon, c'est moi. Donc, dès que tu as besoin de faire un peu de... Tu vois, c'est le Libanais de la bande. Je peux rien, quoi. Tu vois, faut acheter du champagne en boîte. Bah ouais, je suis là, quoi. Si t'as besoin, si ta stratégie c'est plutôt Hulk, bah t'as Alice, tu vois. Si ta stratégie c'est plutôt machin. Et comme ça, on l'a représenté en interne pour que les gens comprennent quels sont les canaux par lesquels tu peux passer pour que ton message arrive à la bonne cible. Et de l'extérieur, les gens ne voient de The Family que ce qu'ils ont envie de voir. Il y a des gens qui pensent que The Family c'est une banque d'affaires qui fait des deals. Hein. Et ils savent pas qu'il y a YouTube, ils savent pas qu'il y a Twitter, ils savent pas tout ça parce qu'ils sont dans leur petit cale feutré. Tu sais, il y a plein de banques d'affaires à Paris qui pensent que The Family, on fait des SPV avec des véhicules pour investir aux US. Ils savent même pas qu'il y avait un bureau au 25 rue du Ptimus, quoi. Ok. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. On a sorti un épisode aujourd'hui, ce matin, avant de venir, que tu n'as peut-être pas encore vu. C'est est-ce que les marques doivent s'indigner des injustices sociales ? Est-ce que les marques doivent parler ? Est-ce que les marques doivent s'engager, se prononcer et s'engager, tu vois ? Et comme vous avez beaucoup de marques, qu'est-ce que toi, c'est ton avis personnel, hein, tu vois, qu'est-ce que toi tu en penses ? Juste par rapport aux marques et compagnies. C'est une question très compliquée, c'est une question bien piège. Pour finir, je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense et je pense que ça va faire hurler. Moi, ce qu'on dit toujours aux boîtes de The Family, c'est qu'il ne faut parler que des sujets qui font avancer ton business. Tu es Nike, tu as intérêt de prendre fête et cause pour les blacks. Tu es Inato, tu n'as pas intérêt de le faire. Et le fait que certaines entreprises instrumentalisent les causes sociales, c'est pour moi, ça fait partie du jeu, c'est légitime. Mais moi, quand je vois des marques prendre parti pour des causes sociales, je n'arrive jamais à les prendre au sérieux parce que je suis de l'autre côté de la barrière et je sais comment ça se passe. Et le problème, c'est qu'on doit tous assumer d'arrêter cette hypocrisie et on doit tous assumer qu'on est deux personnes. On est un agent économique et on est un citoyen. Le citoyen Oussama, il pense plein de choses sur plein de sujets qu'il trouve honteux. Par exemple, je vais donner un exemple très simple dont j'ai parlé plein de fois en public. Moi, je pense, à titre de citoyen, que les aides données aux entreprises pendant ce Covid sont une connerie. Ça, c'est le citoyen Oussama. Oussama, fondateur de The Family, c'est War Room Covid Aide d'État. Dossier, BPI, etc. Et les gens peuvent dire c'est hypocrite. Non, ce qui serait hypocrite, c'est justement de ne pas avoir le courage d'aller dire mon opinion, alors que justement je sais que ça va me coûter pour aller en chercher. Bien sûr, La véritable hypocrisie, c'est que dans ce monde, il y a un premium énorme pour l'hypocrisie. Je te donne un exemple. Twitter se tape Trump en ce moment. Ils ont bloqué ses messages. Et tout le monde est là, Twitter c'est les gentils, Facebook c'est les méchants, etc. Pourquoi ? Parce que Twitter, il n'a rien à perdre. Rien à perdre. Personne ne fait de pub politique sur Twitter. Tout le monde s'en fout d'aller manipuler les Nicolas Collin du monde. Sur Twitter, il n'y a que des VC qui parlent avec les VC. Il n'y a que des experts qui parlent avec des journalistes qui parlent avec les journalistes. Tout le monde s'en fout de ces gens. Évidemment que si d'un côté tu as Twitter qui n'a aucune pression de personne sur la pub politique, donc, Jack Dorsey, hypocrite parmi les hypocrites, manipulateur parmi les manipulateurs, il vient et il est en train de s'acheter un costard de sauveur du monde
parce qu'il n'a aucun intérêt dans son business à perdre. Le Captain America, du coup, lui aussi. Ouais, mais c'est pire que ça, parce que le Captain America, il n'est pas hypocrite. Non, c'est vraiment... c'est Lex Luthor. C'est vraiment Lex Luthor. Il vient, il explique que c'est le sauveur du métier. À côté de ça, Zuckerberg, je pense que... Moi, je fais partie des gens persuadés que Zuckerberg reçoit des menaces de mort. Ok. À mon avis, t'es les services du KGB, t'as dû lui rendre visite, tu lui dis manipulation. Famille, nous savoir où vivre. ça doit être terrible en fait d'être Zuckerberg. Et tout le monde est là, ouais, c'est le connard, il fait de la pub et fait de l'argent avec les pubs politiques. Mais bien sûr qu'il fait de l'argent avec les pubs politiques. Comment tu veux qu'il n'en fasse pas? Le jour où il n'en fait pas, tous les gouvernements du monde lui tombent dessus. Tous les services de renseignement du monde lui tombent dessus. La pression est dingue. Et au lieu d'avoir et c'est le problème des démocraties, c'est qu'au lieu d'être éclairé, de voir ces manipulations, etc., on tombe tous dans le panneau. Et donc, moi, Oussama, en tant que dirigeant de The Family, mon boulot, c'est d'apprendre aux entrepreneurs à faire et fabriquer ces panneaux. Maintenant, Oussama, c'est une émission qui n'est pas que business chez vous, j'ai aussi Oussama Citoyen. J'encourage les gens à ne pas tomber dans ces conneries. Si les gens étaient plus éduqués et disaient aux entreprises, écoute, mec, fabrique des chaussures, ta gueule. Elles sont sympas, tes chaussures, mais ton opinion sur l'histoire black, sur la cause des blacks aux US, etc., c'est pas ton problème, c'est le nôtre. Donc merci beaucoup pour tes chaussures, ferme ta gueule. Le jour où les marques seront ça, elles fermeront toutes leur gueule, elles retourneront à leur place qui est de faire des choses bien, de faire des belles chaussures. C'est noble de faire des belles chaussures. Et les gens qui font de la politique, ils feront de la politique. Mais comme en ce moment, il y a un mélange qu'on réclame des marques d'avoir une conscience écologique et tout, le greenwashing, c'est un bon exemple. Le greenwashing, c'est horrible. Aujourd'hui, je sais pas... le plastique et tout, ouais, c'est quand même un vrai... Non, mais le plastique, prenons l'exemple. Aujourd'hui, c'est le bon vouloir d'une boîte d'utiliser du plastique ou pas pour sa com. Et c'est de la com. Pourquoi il n'y a pas un putain de pays qui vient et qui dit, les gars, vous avez 6 mois, le plastique est interdit? Parce que les lobbies. Mais non, c'est pas les lobbies. Les lobbies, qu'est-ce qu'on a à foutre du lobby du plastique? C'est juste qu'il n'y a aucun homme politique qui a envie d'avoir ce genre d'emmerde. C'est pas les lobbies. Mettre ça sur le dos des lobbies, c'est oublier que les hommes politiques, quand ils sont motivés sur un sujet, ils peuvent faire passer des trucs absurdes. Je veux dire, les mecs, ils se sont mis avec Adopi. Ils se sont dit, on va capter tout l'Internet pour que les gens ils arrêtent de pirater. Ils ont fait un système à 10 milliards qui ne sert à rien. Ils se sont chauffés. Il ne faut pas me dire qu'à côté, interdire le plastique, c'est plus facile ou moins difficile. Non, si tu te chauffes pour un sujet. Mais pourquoi on ne se chauffe pas? Parce que les hommes politiques disent, oui, les entreprises, elles ont qu'à moins polluer. Mais connard, fais des lois, elles ne se polluent plus. Et d'un côté, il y a des gens qui doivent faire des lois. Et de l'autre, il y a des gens qui sont censés jouer dans ces lois. Tu vois. Et aujourd'hui, cette conscience des marques, tu vois, que chacun qui a une entreprise aujourd'hui doit être à la fois citoyen et chef d'entreprise, ça fait rire tout le monde trouve ça bien et tout, mais quand on va se voir que ça crée une surenchère aux manipulateurs, une surenchère aux mecs qui sont super forts à manipuler l'opinion publique, et ben, à mon avis, on va pas y gagner en démocratie. Qu'est-ce que tu penses alors, excuse-moi, on a fait la séparation de l'Église et de l'État. Ouais. Faudrait faire la séparation de l'économie et de l'État. Le jour où l'État arrête de s'occuper de l'économie et le jour où l'économie arrête de s'occuper des sujets d'État, le jour où on dira aux entreprises, c'est pas votre rôle de donner votre opinion de citoyen, vous avez qu'à le faire à titre privé. Le jour où on aura cette... Tu vois, aujourd'hui, c'est un homme politique qui te dit, moi je suis chrétien, mes valeurs... ou je suis musulman... Allez, ça partit en vrille. Par contre, qu'un chef d'entreprise vienne dire que dans son entreprise, il fait des démarches pour que telle minorité, tel machin aille mieux, on lui dit oui, sans jamais mesurer l'efficacité de tout ça, sans jamais le prendre au mot, sans jamais vérifier que ce soit vrai. Et moi, l'histoire qui m'a le plus traumatisé de tous les temps, c'est quand j'avais vu, vous vous souvenez, aux US, les gens qui s'agenouillaient et il y a eu cette pub Nike extraordinaire. Avec Colin Kaepernick. Voilà. Le mec qui a fait cette pub dans le département marketing de Nike, il a eu un bonus parce que les ventes ont explosé, etc. Il a donné une partie de ce bonus au Ku Klux Klan. Ah bon? Ouais. C'est délirant. C'était le grand scandale de l'année d'après. Quand on a découvert qu'un mec qui travaille... Et en plus, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on a accusé Nike. Nike, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il embauche des gens. Qu'est-ce qu'il en sait qu'à titre privé?
Et pour moi, ça montre le cynisme de cette dichotomie. Ça montre que tu peux, à titre... Parce que je vous ai montré le cynisme du bon côté, mais il y a le cynisme du mauvais côté. C'est qu'à titre d'entreprise, tu peux être amené à faire des trucs incroyables qui vont dans le sens du libéralisme, etc. Et être un connard. Bien sûr. Ouais, et ça en devient terrible, en fait. Parce que donc, tu te rends compte que ce n'est que des manipulations de vente, que c'est que du marketing. Et dans ce cas-là, le marketing devient toxique. Parce que moi, je trouve que le marketing est noble quand il s'agit de transformer quelque chose qui n'est pas inconnu, en quelque chose de connu. Ça, c'est le beau marketing. Mais le marketing qui vise à manipuler les gens pour leur faire croire que quelque chose est mieux que les autres, parce qu'ils seraient entourés de valeurs extraordinaires, etc., alors qu'en fait, c'est compliqué. Une boîte, tu ne peux pas vraiment savoir ce que les gens pensent dans une boîte, etc. Bien sûr. Et bien ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que tu penses des... donc, déjà, notre génération, je sais que moi, par exemple, j'attends un peu plus des entreprises maintenant. Vraiment, quand je mets mon argent, c'est comme avant quand j'achetais du bio. Mais j'ai l'impression que les générations d'après, on le voit pour l'environnement et le reste, c'est elles qui réclament. Là, quand tu vois le draft de la dernière fois, c'est elles qui réclament. Les messages que tu voyais un peu partout, c'était pourquoi telle boîte, on va prendre Target, parce que c'était vraiment Target, j'achète mes courses chez vous, et pourquoi vous êtes silencieux sur ce problème-là? Qu'est-ce qui... Le pouvoir financier. Et je prends ça comme exemple parce que les entreprises, souvent, les startups, on doit être à l'écoute du client, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, tu n'as pas d'autre choix que de jouer à ce jeu-là. Et en tant que citoyen, je te dis que ça va mal finir. Et je pense que cette génération ne se rend pas compte que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Que ça a l'air d'être des bonnes intentions, mais que ça va créer des effets encore plus pervers. Et en plus, vraiment, cette prime générale à l'hypocrisie que les réseaux sociaux... Parce que les réseaux sociaux ont plein de bons aspects, je suis le premier. Mais il y en a forcément des mauvais. Bien sûr. Tout vient en équilibre. Et pour moi, le vrai drame des réseaux sociaux, c'est cette prime à l'hypocrisie permanente. Et je le vois. Moi, je suis une marque antifragile. Moi, j'adore dire ce que je pense. Et ça m'amuse parce que j'ai réussi à créer une position qui est une stratégie de communication, qui est que j'arrive toujours à choquer quelqu'un, à tel point que tout le monde finit par me trouver acceptable. Moi, j'ai assez peu de backlash. Tu sais, c'est la même stratégie qu'un Trump, c'est la même stratégie que Oprah Winfrey. Les gens s'y habituent. C'est la même stratégie. C'est l'anti-stratégie Obama, d'ailleurs. C'est pareil que nous. Nous, on est en mode bullshit comme ça. Obama, par exemple, je pense que si un jour on apprend qu'Obama a pété, il va devoir se suicider. On ne peut pas imaginer qu'Obama pète. Ça n'existe pas, quoi. Et ça, c'est terrible comme stratégie, parce que ça te rend très très fragile. Obama est une figure qui a raté ses 8 ans à cause de cette fragilité, parce qu'il n'a pas su se rendre antifragile. C'est comme Jordan. Ouais, c'est exactement. Et c'est là où Trump, quoi qu'on pense de lui, est hors du commun. C'est l'antifragile même. Il dit tellement de conneries que tu sais même plus sur quoi l'attaquer. Tu peux plus. Et en fait, cette sincérité, c'est la contrepartie de la prime à l'hypocrisie. C'est que les réseaux sociaux ont complètement radicalisé les discours. Soit tu es du côté des Oprah, Naval, Nassim Taleb, etc., qui sont des figures antifragiles et qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, ou tous les gens qui n'ont plus le droit de rien dire. Rien. Si à un moment, ils ont la moindre petit truc, tu vois, c'est effet de travers, c'est foutu. Vous savez pourquoi Mickey ne parle pas? Non. Parce que le jour où Mickey ouvre la gueule, il perd la moitié des clients. Imagine, Mickey, il ouvre la gueule et dit « Ouais, je suis pour le mariage gay ». Ah ouais, non, c'est mort. Disney, ils vont faire comment? c'est mort, ouais. Là, Mickey, on ne sait pas s'il est gay ou pas. On ne sait pas s'il est raciste ou pas. On ne sait pas s'il est bien ou pas. On ne sait pas s'il est gentil ou pas, s'il est capitaliste, socialiste. Non, il ferme sa gueule. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est en train de transformer 90% des gens en Mickey. Ils ne peuvent plus ouvrir leur gueule, à part pour ouvrir leur gueule sur des sujets, tu vois, qui sont acceptables. Et de l'autre côté, t'as des mecs qui sont là au milieu de la fête. Qui sont là. Mais c'est terrible. C'est vraiment, moi, c'est l'aspect qui me gêne le plus dans tout ça. Et en plus, c'est un aspect que je comprends très bien stratégiquement. Par exemple, tu vois, c'est des sujets qui sont terribles. La dernière fois, je regardais la stratégie de com, justement, de toutes les boîtes de super-héros. Alors, tu regardes Marvel.
Donc ils nous ont sorti Black Panther, ils nous ont sorti Captain America, ils nous ont sorti Thor et la nana là, comment elle s'appelle, Captain Marvel. Captain Marvel, ouais. Et en fait, nul d'ailleurs, nul. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses bien dedans. Et en fait, quand tu regardes la grille, tu vois très bien en fait les casques qui sont cochés. Les casques, les mecs sont en train de cocher. Et le problème de ça, c'est quoi? Le problème, c'est que dans cette surenchère, dans ces cases-là, et ben à un moment, tu tournes tellement en rond dans l'hypocrisie que tu perds la substance artistique. Tu perds le choc, tu perds le scandale, tu perds ce qui va contre l'opinion des gens, tu perds le courage, tu perds le risque. Et si tu perds tout ça, bah, tu n'as plus d'hubris. Et si tu n'as plus d'hubris, tu n'as plus d'art. Et c'est vrai que quand tu vois Captain Marvel, la raison pour laquelle tu trouves ça nul, c'est parce que les mecs ils devaient être en stress sur le tournage de la moindre parole de travers. C'est la première héros féminin. Il faut qu'elle soit plus forte que les autres. Qu'elle ait des pouvoirs tellement dingues parce que c'est une meuf, parce que si elle n'est pas assez forte, les meufs elles vont pas être contentes. Si elle est trop forte, et je vois très bien les réunions de brainstorming où les mecs ne savent, à mon avis, plus quoi faire. Et ça te donne cette sous-merde où la nana, alors en clair, elle détruit l'univers, mais elle vient pas détruire Thanos parce que tu comprends, elle a autre chose à faire. Non mais tu dis les gars, mais putain, prenez-nous pour des cons quoi. Et tu vois les pièges artistiques que ça crée. Et ça, c'est vraiment des discussions qui sont drivées par l'hypocrisie et la peur de la réaction des autres. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du coup parce qu'on a parlé de stratégie, mais qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux entrepreneurs? Je pense qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont être encore plus issus de la diversité et qui vont vraiment porter en eux cette croyance du coup qui va amener à prendre parti de façon plus active sur ce type de sujets qui sont complexes. Adam Smith, il a dit « T'attends pas que ton boucher soit un mec sympa, t'attends de ton boucher qu'il fasse de la bonne viande. » True. Et moi, je dis aux entrepreneurs, à chaque fois qu'il y a un entrepreneur qui vient avec une cause politique, je dis toujours la même chose, ta boîte va pas marcher. Parce que pour avoir le droit d'avoir des causes politiques, il faut déjà être très gros. Ah oui, mais moi je parle on est d'accord. Hein. D'abord, tu fais des thunes, tu les fais bien, et après, tu peux te permettre d'ouvrir ta bouche. Bon, on verra s'ils l'ouvriront. Moi, j'en doute. Okay. Je pense que cette mode... D'abord, je pense que les citoyens vont finir par voir que... Enfin, j'espère. Le poteau rose. Que c'est de la connerie. Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment... tu vois, Black Lives Matter, sponsored by Nike, qui y croit en fait? Il y a 10 ans, ils faisaient travailler des enfants dans des usines, il faut arrêter quoi. Les entreprises ont besoin de règles strictes à respecter, et c'est le rôle des politiques de les contraindre par ces règles. Je ne comprends pas pourquoi les politiques refusent cette responsabilité. Et à côté de ça, on interdit des choses qui sont tout à fait morales. Tu vois, je sais pas, Hitch qui se fait taper dessus, tu dis mais pourquoi quoi? Pendant ce temps-là, les gens sont très obsédés par ce qui est légal et illégal. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de choses illégales qui sont morales. Il y a plein de choses qui font débat. Les mecs qui vendent de la weed. Pourquoi la weed serait légale en Californie et illégale à Paris? Donc le mec en Californie qui vend de la weed, c'est un billion-dollar entrepreneur, comme par hasard. Il est blanc, il sort de Stanford. Par contre, le dealer qui vient ici, que tout le monde appelle, tout le monde a le numéro, et qui vient à pas d'heure, n'est-ce pas? et qui vient, alors lui, c'est le pire des criminels, et il faut le mettre en tôle, et je sais plus combien de pourcents des gens dans les prisons françaises parce qu'ils vendent de la weed. Mais comment les mecs peuvent venir et nous donner des leçons de morale? Je t'assure. Et quand tu auras le transfert et quand ils vont permettre la weed, tu vas voir que dans les startups, ce sera que des mecs d'HEC. Bien sûr. Exactement. Alors que les vrais mecs qui vendent depuis... Mais c'est une honte. C'est une honte. Et en fait, cette honte, elle est inacceptable. Et cette honte, elle vient du fait qu'on ne prend pas assez au sérieux le fait de rendre nos hommes politiques accountable. Il faut les mettre face à leur putain de responsabilité. Tu vois, moi, c'est un truc que je supporte pas avec Macron. C'est un des rares trucs que je supporte pas avec lui. C'est qu'à chaque fois, Macron, il est là, il dit « Ouais, je compte sur vous, les entreprises. » Mais ta gueule. Putain, déjà qu'on n'arrive pas à faire de milliards. Je te jure. Simplifie tout. Arrête de nous emmerder. Le putain de boulot d'un entrepreneur, c'est de faire de la thune. Et c'est pour ça que les règles doivent être bien, parce que sinon, on ferait n'importe quoi. Les gens disent « Oui, mais alors pour la thune, on va vendre des enfants. » Ben non. C'est pour ça qu'on a des lois. Une loi dit tu ne vendras pas d'enfants. Donc, et le but des lois, c'est d'enlever toutes les façons de gagner de la thune qui soient honteuses pour qu'on puisse tous concentrer notre énergie sur un seul truc, faire de la thune honnêtement.
Et cette concentration, une fois, un des pires moments de ma vie, j'étais dans un avion. Il y a un mec à côté de moi, je lui demande ce qu'il fait, j'aime bien de parler avec les gens dans l'avion. Il me dit, ouais, je suis trader de pétrole, j'ai trouvé un filon incroyable. Je vends du pétrole toxique en Afrique. Ouf, oh, le bâtard. Il me dit, bah, c'est très simple. En fait, en Suisse, il y a des normes environnementales hyper élevées sur le pétrole, qu'aucun pays d'Afrique n'a. Comme il y a un baril sur 10 qui ne respecte pas les normes, moi je les rachète pour rien et je les vends en Afrique 3 fois le prix. Et j'étais comme ça dans l'avion. Je me dis, mais en fait, vous êtes un connard. Ah, c'est clair. Et il me dit, mais je vois pas pourquoi, c'est légal. Je dis, mais vous arrivez à vous regarder, c'est ce que vous dites quand vous regardez dans le miroir. Et le mec, il me dit, il n'y a aucune loi qui m'en empêche et tout. Et effectivement, c'est le problème des lois. Le problème de la loi est écrit par les hommes. Et comme tout ce qui est écrit par les hommes, c'est pas infaillible. Donc quand quelqu'un te dit, vendre de la weed, c'est immoral parce que c'est illégal, je te dis, connard, va t'occuper du trader qui vend du pétrole en Afrique. Après, tu viendras me faire chouiller sur ma weed. Et c'est ça le sujet, en fait. Le pire, c'est que je ne filme même pas, moi. Attends, c'était une bonne. Moi, je vous dis, en tout cas, écoute l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on a donné notre avis. C'était le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te contacter? Eh ben écoute, thefamily.co, c'est la façon. Thefamily.co, ok. Et écrire à hello@thefamily.co. Ok, hello@thefamily.co. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram @thisis_luckyday. Écoutez les autres podcasts qui sont sur Lucky Day, sur toutes les plateformes de podcasts que vous kiffez. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Exactement. Deezer. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous... Je te jure. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous kiffez l'épisode. Mettez-nous un petit commentaire et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup, ça va. Merci, ciao. Ciao.